Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation. Merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de liker et de partager. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la dernière partie de notre série de vidéos sur, en fait, comment sécuriser les transactions électroniques. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les deux services qui restent, d'accord, le contrôle de l'accès et la non-répudiation. Donc, nous allons directement entrer dans le vif du sujet, le contrôle de l'accès. De quoi s'agit-il? Quand on parle de contrôle d'accès, d'accord, il faut savoir que c'est le moyen de réserver en fait l'usage exclusif des ressources aux entités qui sont autorisées conformément à la consigne qui a été définie au sein en fait de l'organisation. Et en fait, le contrôle d'accès en fait permet de contrer une ou plusieurs menaces, d'accord. En l'occurrence, l'utilisation abusive du système, la divulgation de codes secrets, d'accord, le déni de services aux utilisateurs habilités, d'accord, etc. Donc, si vous consultez le cadre du contrôle d'accès pour les réseaux ouverts, à travers en fait la recommandation X812 de l'Union internationale des télécommunications, vous allez voir en fait les différentes menaces en fait qui peuvent être contrées, d'accord, par la mise en œuvre correcte des contrôles de l'accès. Il faut savoir qu'il y a deux disciplines de contrôle à l'accès, d'accord. Il y a le contrôle à l'accès par identité et le contrôle à l'accès par rôle. Le contrôle à l'accès par l'identité permet en fait d'authentifier l'identité d'une ressource, d'accord, et en fait de voir quelles prérogatives, quels sont en fait les privilèges qui lui sont accordés et pouvoir en fait appliquer les consignes d'accès, d'accord, aux ressources bien spécifiques. Quand on parle de contrôle à l'accès par rôle, cela en fait permet de définir les missions, d'attribuer des prérogatives aux missions et de maintenant distribuer ces missions-là aux entités de façon individuelle. C'est ce que les administrateurs font le plus souvent. D'accord. Ils définissent en fait des profils par corps de métier, les profils par ingénieur, par développeur, les profils pour les comptables, les profils d'accord pour les ingénieurs back office par exemple. Donc et maintenant assigne en fait les privilèges bien spécifiques à ces profils-là. Donc du coup, la maintenance devient très aisée, très facile. Quand on veut retirer par exemple des prérogatives ou en fait ajouter ou modifier, la maintenance devient très facile. Maintenant, il faut savoir que le contrôle d'accès, d'accord, est mis en œuvre au niveau de plusieurs couches du modèle OSI. D'accord, mais nous allons nous appesantir sur la couche réseau. Il faut savoir qu'au niveau de la couche réseau, le contrôle de l'accès se fait par filtrage de paquets, d'accord, à travers la mise en place en fait de coupe-feu, de passerelles bien spécifiques, en l'occurrence les coupe-feu, d'accord, pour délimiter en fait les zones, des réseaux bien spécifiques. Le plus souvent, c'est les zones démilitarisées. Quand on parle de zone démilitarisée, c'est quoi, d'accord? Une zone démilitarisée, c'est un réseau périphérique qui protège, d'accord, à partir des passerelles, comme des pare-feux, un réseau local d'une organisation contre le trafic non autorisé. D'accord? Généralement, c'est un flux, par exemple, qui quitte sur Internet ne doit pas atterrir directement dans le réseau interne, dans le réseau privé d'une organisation. Donc, ce que les entreprises font le plus souvent, c'est de mettre en place un réseau sécurisé, démilitarisé, qui sont en fait délimités par des pare-feux. D'accord? Les zones démilitarisées, en fait, intègrent des relais applicatifs aussi, puisque les zones démilitarisées interviennent côté réseau avec les pare-feux, d'accord, font le filtrage côté réseau. Maintenant, au niveau, ils ont en fait également des relais applicatifs, d'accord, qui permettent effectivement de faire des filtrages aussi côté applicatif. Ces relais-là, c'est des proxys, d'accord, qu'on appelle les mandataires. C'est des proxys complets ou bien des proxys à accès web ou bien des résolveurs, des serveurs de DNS en fait pour la résolution de noms, d'accord, qui ont des fonctions de sécurité.
Maintenant, ça c'était en fait la sécurité au niveau du contrôle de l'accès lié en fait au réseau. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut du côté en fait de l'utilisateur final? Ce qu'il faut en fait, il y a deux méthodes spécifiques qui sont utilisées à ce niveau. C'est en fait la méthode par OTP ou la méthode par challenge réponse. Par OTP, l'OTP en fait c'est des mots de passe qui sont utilisables une seule fois et qui ont des temps très délimités. D'accord? Et par challenge, donc ça peut être par exemple le système va envoyer des questions qui nécessitent une réponse de la part de l'utilisateur. Toujours pour le déploiement du contrôle de l'accès, au niveau d'un système d'information, on peut avoir plusieurs domaines. On peut avoir plusieurs environnements, par exemple, qui nécessitent une connexion des utilisateurs. Donc, si on a 5 ou 10 environnements différents, d'accord, les utilisateurs doivent normalement se connecter 10 fois pour pouvoir accéder aux ressources de ces environnements-là. Donc, une fonctionnalité très intéressante, c'est par exemple le SSO, le Single Sign-On, d'accord, qui est le permis d'entrée unique, d'accord, qui permet, d'accord, lorsque en fait l'utilisateur s'authentifie une seule fois à une ressource, d'accord, à un domaine, d'accord, il peut accéder de facto à aux autres domaines en fait qui sont associés au système. Donc c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, qui peut être utilisée à ce niveau. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la zone démétallisée est là, donc permet de délimiter en fait les flux qui viennent de l'extérieur avant d'entrer dans le réseau privé de l'organisation. Donc à proprement dit, dans une autre image qui est là, donc on a en fait au niveau de l'organisation, à partir même de l'architecture réseau, donc il y a des entités, des ressources qui seront autorisées à accéder à la passerelle internet sécurisée qui sont là en vert. Et il y en a aussi qui auront en fait qui n'auront pas la possibilité d'accéder à la passerelle internet sécurisée, d'accord? Et à partir de là, donc la zone démétallisée est là, donc il y a le pare-feu interne qui est là, qui va filtrer les messages qui viennent de l'entreprise. Et à partir de là, au niveau de la zone démétallisée également, il y a des on va dire des mandataires applicatifs, d'accord. Il y a les proxys, d'accord, et qui vont permettre également de faire du filtrage côté applicatif. Donc à la sortie également, il y a un filtrage qui se fait à ce niveau avant que le flux n'arrive au routeur pour pouvoir aller sur Internet. Et le chemin retour aussi, la vérification se font de la même manière, d'accord. Maintenant, nous allons aborder la non-répudiation. La non-répudiation, c'est quoi? En fait, la non-répudiation, c'est un service qui permet d'éviter qu'une personne ayant accompli une action puisse la récuser plus tard, d'accord, en partie ou en totalité, d'accord. Sa mise en œuvre peut se faire par un cachet, un token, d'accord, de sécurité scellé à l'aide de la clé secrète du vérificateur qui est joint en fait comme justificatif à la transaction. Et maintenant, le vérificateur, d'accord, la vérification des preuves doit se faire par une entité qui ne participe pas directement à la transaction, d'accord. Donc ça peut être un notaire, un arbitre pour les litiges. Et quand on parle de notaire, d'arbitre, c'est pas forcément que ça soit en fait des entités physiques comme ça. Donc tout cela peut se faire de façon électronique, d'accord. Et généralement dans les transactions électroniques, c'est le plus souvent le réseau qui en fait joue ces différents rôles-là. Le rôle de notaire et d'arbitre en cas de litige et tout ça, d'accord. Maintenant, il faut savoir que selon la recommandation X813 de l'Union internationale des télécommunications, la non-répudiation doit prendre en charge les opérations suivantes. La génération de preuves, l'enregistrement de preuves, d'accord, la vérification des preuves et le rappel et la revérification des preuves, d'accord. Il existe en fait deux types de services de non-répudiation. La non-répudiation de l'origine, d'accord, qui protège un destinataire confronté à un expéditeur qui nie avoir envoyé un message donné, par exemple, et la non-répudiation de la réception, d'accord, qui permet de démontrer que le destinataire a bien reçu le message que l'expéditeur lui a envoyé.
Maintenant, en termes de cryptographie, d'accord, comment en fait la cryptographie permet de mettre en œuvre la non-répudiation. Donc, dans une cryptographie à clé publique, un message accompagné de la signature électronique d'une partie ne peut être refuté. D'accord, puisque le message électronique sera signé par la clé privée de la partie de l'entité qui est connue d'elle seule. Donc, elle ne peut pas être refutée. D'accord. Et maintenant, dans une cryptographie symétrique, la non-répudiation n'est pas directement mise en œuvre. Parce que, en fait, la clé privée, d'accord, la clé de chiffrement est connue, en fait, de plusieurs parties. Donc, c'est pas trop engageant, en fait. Donc, puisque la clé de chiffrement est distribuée par un serveur. Maintenant, il faut savoir que à la réception du message, le destinataire doit envoyer un accusé de réception signé et horodaté. D'accord, signé et horodaté. L'horodaté, c'est quoi en fait? Préciser, ajouter en fait l'heure, minute, seconde et tout ça sur la transaction. Donc, cet horodatage là des messages crée un lien entre chaque message et la date de son exécution et permet de faciliter, de retrouver la transaction, les échanges aisément et également prévenir les attaques. Par exemple, si c'est bien une transaction est bien datée, on ne peut pas la rejouer, on ne peut pas la dupliquer par exemple. Pour résumer, on a dit en fait que l'identification et l'authentification peuvent se faire par signature numérique, d'accord, par cryptographie symétrique, d'accord, ou qui permet en fait de décliner et la confidentialité, l'identification et l'authentification à la fois, d'accord, à travers en fait la cryptographie asymétrique, d'accord, où la signature, l'identification se fait par signature, l'identification par certificat. Maintenant, du côté pour assurer le contrôle à l'accès, d'accord, le contrôle à l'accès peut se faire via l'identité, d'accord, ou via en fait les rôles, via en fait des filtrages au niveau des différentes couches du modèle OSI, en l'occurrence la couche réseau, d'accord. Et pour assurer la non-répudiation, d'accord, la non-répudiation peut être appliquée au niveau à l'origine et à la réception, d'accord, des messages. La non-répudiation peut être assurée par signature électronique dans une cryptographie à clé publique, d'accord. Et la non-répudiation peut être mise en œuvre via horodatage de messages également. Ceci met un terme à notre série de présentations sur la sécurité, la sécurisation des transactions électroniques. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur ce thème-là, sur la sécurité des transactions que vous faites quotidiennement. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.